Bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Solamsky. Avant de commencer l'événement, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale en mon nom, au nom de Nice. Beaucoup d'entre nous ici sont des colons venus des quatre coins des terres qu'on appelle aujourd'hui le Canada. C'est important de reconnaître que les terres d'où nous venons sont les territoires traditionnels non cédés des Premières Nations, Inuits et des Métis. Moi-même et Nice sommes situés à Ottawa, en Ontario, sur les terres traditionnelles non cédées de la nation algonquine Anishinaabe. En tant que colon sur ces terres, je reconnais qu'il est important de reconnaître et de se souvenir des peuples, les premiers peuples qui se sont installés sur ces territoires traditionnels où nous nous trouvons. Ces terres ont souvent été prises par des moyens violents, sans le consensus des habitants, et la violence et les structures coloniales persistent encore dans notre société aujourd'hui. En tant que colon, c'est important que l'on examine, qu'on comprenne nos positions au sein des structures coloniales oppressives et que l'on travaille en solidarité avec les différents peuples autochtones qui luttent pour leurs droits, leur reconnaissance et leur représentation. À ce titre, je m'engage à me former aux pratiques antiracistes et décoloniales et à désapprendre les préjugés coloniaux intériorisés qui m'habitent. Il est important de se rappeler qu'une reconnaissance territoriale est juste une petite étape dans le travail continu qui vise à démanteler les structures et les héritages coloniaux négatifs intégrés dans nos vies quotidiennes. Et on ne peut pas permettre qu'ils deviennent des gestes symboliques non plus. Au contraire, il faut se rappeler que les véritables reconnaissances territoriales peuvent servir d'éléments pour renverser la situation actuelle et défaire l'effacement des Autochtones et rappeler les violentes histoires coloniales qui se sont déroulées sur les territoires où l'on vit. Elle nous rappelle également que l'on peut faire davantage et réfléchir de façon critique pour établir de meilleures relations avec les peuples autochtones de ces territoires et œuvrer à la réconciliation. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez consulter le site nativeblend.ca. Alors, on a quelques invités. Donc, on a Heather Willis, Emily Hartman, The Wavemakers et Alexis du Centre de recherche sur les politiques en matière de handicap. Alors, je vous invite à vous présenter et présenter également le travail que vous réalisez. Heather? Alors, mon nom est Heather Willis, donc je suis la coordinatrice à l'Université de Toronto. Je participe à une initiative, donc j'ai donc je suis également, j'utilise également une chaise roulante. Je m'excuse, j'ai perdu le début. Désolée, début de la présentation. Merci, Elisabeth. Et d'ailleurs, mon nom était bien prononcé. Donc, Alexis Whittigan. Donc, je suis McMaster University et j'étudie donc le handicap, l'inclusion dans le cadre d'une économie globale, dans le cadre de l'économie verte, pardon. Et je suis également consultante et je travaille avec l'Alliance internationale en situation sur le handicap. J'ai également collaboré avec Laurier Brantford et je collabore également dans le programme sur les handicaps et le développement des politiques au sein de l'université. Alors, plusieurs programmes sur lesquels je travaille en même temps, ce qui me garde bien occupée à part ma vie personnelle. Et j'ai des compagnons, des animaux domestiques qui sont autour de moi, que vous allez peut-être entendre, voir passer. Et je donc, travaille en alliance avec le mouvement pour la défense des droits des personnes handicapées depuis 15 ans maintenant. Alors, merci beaucoup. Et j'étais très intéressée de voir que vous veniez de Laurier Bradford. Alors, merci beaucoup, Stephanie, et ensuite Emily. Alors, mon nom est Stephanie Evans. Et donc, je suis originaire de Saint John, Terre-Neuve,
et je suis dans ma dernière année de travail social à l'Université Memorial. J'ai commencé comme participante dans le programme Waiver Makers et après avoir terminé le programme, j'étais invitée à faire partie du conseil d'administration. Je pense que c'est très important, par exemple, pour la prise de décision. Par exemple, je peux donner mes rétroactions, des idées ou d'autres suggestions pour enrichir le développement du programme. Alors, Wavemakers a été extraordinaire pour moi parce que si vous m'aviez vu il y a 2 ans, je n'aurais jamais imaginé d'être panéliste. Alors, Wavemakers m'a beaucoup aidé à apprendre à parler en public. Pendant le programme, on est arrivé avec une idée qui est celle de, en fait, réduire les barrières, les obstacles pour aider les gens à, en fait, à se repérer et repérer les endroits qui sont accessibles. Et j'ai donc reçu plusieurs évaluations de nos programmes. Et merci beaucoup, Stéphanie. Et Emily, je t'invite à te présenter, peut-être nous parler un petit peu de Wavemakers pour nous mettre un peu en contexte. Alors, merci. Alors, mon nom est Emily Hartman. Je suis directrice d'engagement étudiant chez Wavemakers, éducatrice, artiste. J'ai une condition chronique et j'ai eu la chance de pouvoir, malgré tout, rentrer dans toutes les activités que je déroule actuellement. Alors, j'ai pu, je suis membre du conseil d'administration de Step to Flourish, un organisme à but non lucratif qui soutient les étudiants avec des ressources en santé mentale. Pour vous parler un petit peu de Wavemakers, donc on est en fait un programme de réalité virtuelle et notre mission, c'est de donner à tous les étudiants canadiens de pouvoir trouver leur place dans le marché du travail. On est appuyé par le gouvernement du Canada et notre programme vise vraiment à étudier les étudiants à développer leurs compétences, à les renforcer et en développer des nouvelles pour bâtir des réseaux, devenir des entrepreneurs et pouvoir prendre leur place dans la société de l'avenir et offrir leurs compétences, alors, qui sont souvent méconnues. Merci beaucoup. Alors, je peux prévoir qu'il y aura des conversations très, très enrichissantes entre nous. Alors, je vous inviterai à partager des initiatives que vous avez lancées qui, qui ont inclus ce thème, le thème de cette rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec Alexis. Thanks, Elizabeth. So when thinking about these questions and just having gone through that ridiculously long list of involvements I have, I wanted to focus on something that... Je voulais me concentrer sur quelque chose qui m'est venu en esprit en premier quand je pensais aux pratiques d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, mon travail, en partie, c'est de travailler avec des OSBL qui soutiennent le développement dans la planification stratégique et de décision, prise de décision. Donc, avec l'Alliance du handicap, un organisme global de personnes en situation de handicap, un organisme par et pour qui travaille avec 14 autres organismes sans but lucratif de partout dans le monde. Inaudible. Donc, ils font beaucoup de travail stratégique pour développer une série de changements pour l'organisme. C'est un processus où on réfléchit à ce que signifie l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le plan mondial. Comment est-ce qu'on promouvoit une société qui va vers la transformation pour connecter donc avec tous les membres et les membres de leurs membres
et pour penser à comment atteindre cet objectif à long terme de l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui semble être comme une tâche énorme, mais on la regarde étape par étape en pensant à des stratégies, avec des stratégies à court terme, aux impacts qu'on peut avoir à court terme, sur 3 ans par exemple, pour éventuellement atteindre des objectifs à plus long terme. Et on regarde aussi les personnes qui sont sous-représentées dans le mouvement, comme les personnes ayant des déficiences intellectuelles, des problèmes de santé mentale, les Autochtones, les femmes, les groupes LGBTQ. Donc, on travaille dans leur pratique, avec leur pratique pour penser au rôle qu'ils peuvent avoir dans cette transformation. C'est inclus aussi dans des établissements d'éducation, dans les systèmes d'éducation. Donc, on réfléchit aux changements qu'on veut créer dans le monde et comment y arriver. C'est ce que je voulais partager. C'est excellent et je pense si on pense à comment l'appliquer dans le contexte postsecondaire, qui est très pertinent pour notre public aujourd'hui. C'est très actuel parce qu'il y a de nouvelles normes que le AODA a mis en place. Donc, inaudible, j'ai manqué une partie, désolé. Donc, quand il y a des programmes ou un groupe, un organisme qui veut exprimer les changements sociaux qu'ils veulent créer dans le monde. Donc, on identifie l'objectif avec eux et on travaille à réfléchir ce qu'on doit atteindre avant pour atteindre cet objectif final et ce qu'on doit faire pour atteindre toutes les étapes. Donc, une façon logique de penser à pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut atteindre avec nos activités. J'espère que c'est clair. Oui, merci beaucoup. Heather, vous êtes la prochaine. J'ai passé ma vie à être engagée avec plusieurs initiatives. J'ai grandi dans une institution pour enfants en situation de handicap. C'est là que j'ai commencé à être politisée dès ma jeune adolescence. En ce moment, mon travail est en lien avec l'accessibilité. Je suis sur le conseil d'administration de Citoyens avec handicap en Ontario. Donc des personnes en situation de handicap et des alliés qui travaillent sur des actions sociales et les droits. Donc, nous faisons vraiment ça d'un point de vue de plaidoyer, de défense des droits, des intérêts. Je suis donc dans des rôles différents. Je suis sur un comité conseil aussi sur les expériences vécues, sur des personnes qui ont une perspective d'expérience vécue. On travaille sur des actions et j'ai aussi un rôle conseil pour plusieurs organismes. Est-ce que ce qui est en commun avec ces deux, c'est l'occasion de pouvoir influencer des pratiques et de partager les expériences vécues d'une personne en situation de handicap. Juste pour clarifier, Metrolinx, c'est un organisme qui travaille avec Go Transit en Ontario. Donc, le transport, c'est provincial comme un organisme et c'est connecté avec le transport métro de Toronto pour s'assurer que le transport est accessible aux personnes en situation de handicap. C'est très bureaucratique, très grand comme organisme. Ces rôles de défense des intérêts, les deux que j'ai sont assez différents. Oui, donc j'imagine.
Et donc, c'est par et pour les personnes en situation de handicap pour un et l'autre, c'est plus municipal au niveau du gouvernement. Donc, il y a ces différents espaces, différentes conversations qui se passent, c'est sûr. Super. Donc, Émilie, maintenant, donc quelque chose que vous faites peut-être personnellement qui soutient le thème de la Semaine nationale de l'accessibilité, j'aimerais l'entendre. Fantastique. J'adore le titre des possibilités à la pratique. Les possibilités de la vraie inclusion, de l'appartenance a toujours existé. Donc, chacun d'entre nous, j'imagine, a eu une expérience où on s'est senti incluse. Et d'autres expériences où on ne se sentait pas inclus. Donc, j'adore ce titre parce que c'est vraiment notre responsabilité collective de croire en ces possibilités. Et c'est aussi notre responsabilité à la base de faire le travail et de mettre tout ceci en pratique. Dans ma vie personnelle, quelque chose que je fais tout le temps, c'est d'élever les histoires personnelles des gens et de toujours opérer avec la présomption que les gens veulent appartenir, se sentir inclus et qu'il y a des façons de rendre ça possible. Dans notre programme, par exemple, on fait ça avec des multiples façons de participer, du contenu synchrone, asynchrone, etc. Alors, quand on prend toutes ces choses en considération, la diversité, ça nous permet dans notre travail des étudiants, surtout, ça amène ces pratiques de l'avant dans la réalité. Donc, quelque chose, oui, la question, c'était quelque chose que vous faites personnellement pour l'inclusion vers les possibilités et la pratique. Donc, récemment, j'ai réfléchi à mon expérience d'avoir un handicap et j'ai réalisé que j'avais tellement de potentiel et je devrais prendre plus de risques. Donc, j'ai fait une campagne média avec Mary Walsh. Je n'ai pas entendu le nom de l'organisme, désolé. Donc, pour inclure des intervenants communautaires pour éduquer comment inclure les personnes en situation de handicap. Pour les personnes en Terre-Neuve et Labrador. Et on parle des obstacles qu'on vit et du travail qu'on doit faire pour rendre la société plus inclusive. Sans obstacle. Je travaille sur deux projets, un avec OceanWise par rapport à l'environnement. OceanWise, c'est une OSBL avec la mission d'autonomiser les communautés et les individus pour protéger les ressources des océans. Je travaille aussi avec un autre organisme dont je n'ai pas entendu le nom pour l'accessibilité pour les jeunes, pour éduquer les jeunes à être des citoyens à part entière. C'est donc Mondisk, des citoyens à part entière au Canada, sur le campus de l'Université Memorial. Donc, on offre du soutien aux étudiants. Donc, je veux aussi dire, ne laissez rien empêcher l'atteinte de vos rêves. Super, Stéphanie, vous avez peut-être trouvé le thème pour la prochaine Semaine nationale de l'accessibilité de l'année prochaine. Donc, NEEDS connaît bien Mondisk. Nous sommes des partenaires et on va être à Memorial en Terre-Neuve en novembre. Et on était là en 2002, novembre 2002, en fait. Et on a fait une conférence avec eux pour connaître les activités qu'ils faisaient pour éliminer les obstacles vécus par les étudiants en situation de handicap là-bas. Un des espaces
on a parlé des espaces accessibles à Terre-Neuve et Mondisque en était un. Donc, bien contente que vous l'ayez mentionné. Maintenant, je veux entendre parler de projets et efforts que votre organisation a entrepris au cours de l'année 2022-2023 pour devenir plus accessible et inclusive. Si vous faites partie de plus d'un organisme, je sais que c'est le cas de plusieurs personnes, choisissez celui qui ressort le plus pour vous. Je vais commencer avec Émilie cette fois-ci. Merci beaucoup. On essaie toujours de mettre les possibilités en pratique. Et c'est un effort continu. C'est un travail qui n'est jamais fini. Mais une couple de choses qui nous rendent très fiers qu'on a fait cette année, c'est pour augmenter l'accessibilité et l'inclusion. Il y en a plusieurs. Mais aussi, on veut créer un sentiment d'appartenance. C'est ce qu'on fait au centre. On a agrandi l'expression avatar. Ça veut dire que les étudiants ont plus de façons d'ajuster l'aspect de leur avatar et comment il apparaît. Donc, c'est plus de représentation. C'est un beau développement. On a augmenté nos partenariats avec des organismes comme NEEDS, Autisme Cantech et des groupes de services et à Guelph. Et ensuite, on est très fiers de l'inclusion des voix des étudiants qu'on fait. On le fait en offrant des prix, des bourses, mais aussi en créant un espace dans le monde virtuel où les étudiants peuvent, avec leur propre horaire, s'engager avec le programme en présentant tout leur être ou ce qu'ils veulent présenter dans le programme. On enlève des obstacles en offrant du soutien financier. On leur rend disponible le plus tôt possible dès que les étudiants en expriment le besoin. On a des plateformes de communication par texto. Par exemple, on a encore beaucoup de choses à faire, mais ce sont des exemples de certaines choses qu'on a mis en place cette année pour augmenter l'inclusion et donner un sentiment d'appartenance aux étudiants. Super, Émilie. Je vais vous parler du programme de voix à texte. Est-ce que c'est sur votre site, votre plateforme? Oui, c'est sur la plateforme. Donc, c'est nouveau, c'est en version bêta. On a hâte que ce soit sur tous les programmes, mais ça a été un défi de le mettre en place. On travaille avec un partenaire sur notre campus en ligne et vraiment, on fait du travail pour qu'il y ait plus d'inclusion et on est content de voir que c'est pris au sérieux. Super. Heather, maintenant. Donc, de la perspective de la Toronto Metropolitan University, les initiatives d'inclusion qu'on a ici s'appellent Inaudible. Il y a 4 piliers, donc la conscience, l'engagement communautaire, l'éducation et un autre inaudible. Donc, il y a des groupes de travail, 3 groupes de travail actifs qui travaillent à éliminer les obstacles. Donc, les environnements physiques, par exemple, pour prendre en considération le design universel. On travaille sur certains projets, on met à jour le site web, une section sur remettre en question le capacitisme, par exemple. On a des guides et ressources qui sont disponibles sur celui-ci. La plupart sont sur about how TMU community members can be more accessible in their day-to-day practice. So, for example, there's information on there around. Par exemple, on a de l'information sur la création de contenu qui soit accessible, comment rendre les événements accessibles
et le sous-titrage et différents outils comme ça. Donc, on essaye de remplir en fait les vides et on a des projets également pour le repérage, également dans la situation d'évacuation, d'urgence, donc pour se déplacer. Et on collabore avec le réseau des employés en situation de handicap, notamment sur la création d'une vidéo qui présente l'expérience de personnes en situation de handicap et les outils qui sont disponibles. On travaille également avec d'autres groupes étudiants pour l'organisation d'événements et on a également des formations obligatoires pour nos employés. Mais on veut développer quelque chose de plus spécifique vraiment pour les étudiants. Très bien, je voulais juste vous rappeler que c'est enregistré. Alors, je vais juste vous rappeler donc que l'enregistrement est en cours. Puis, je voudrais revenir sur le commentaire que vous disiez, développer un site web accessible. Est-ce que votre public, c'est les membres de la communauté, les étudiants, le personnel ou tous? Alors, on avait déjà ce site web qui était en place. En fait, on est en train de le remettre à jour. Donc, on parle d'accessibilité au milieu de travail, accessibilité au campus. Alors, ces ressources s'adressent à toute la communauté. Il y en a qui sont plus intéressantes, par exemple, pour les étudiants, d'autres pour le personnel aussi. Donc, c'est toute une série d'outils différents. Et je vais passer la parole à Stéphanie. Quels sont les efforts que votre organisation a entrepris pendant 2022-2023 pour devenir plus accessible, plus inclusive? Comment est-ce que ces efforts-là ont porté fruit? Alors, je sais qu'Émilie a commencé, alors Stéphanie pourrait prendre la relève ou parler d'autres initiatives. Alors, être inclusif, c'est essentiel pour nous. Alors, la connexion avec les uns avec les autres, avec tous les participants, c'est essentiel pour voir quels sont les supports dont on a besoin dans un programme. Et c'est essentiel aussi de faire entendre la voix des étudiants, parce que la lentille étudiante est importante. J'ai parlé de ma propre expérience de handicap dans un magazine, et c'est ça qui a ouvert aussi des portes. Alors, s'engager dans un nouveau programme, ça peut faire peur, surtout quand on est en situation de handicap. Alors, grâce à Wavemakers, j'ai eu l'appui dont j'avais besoin. Ils ont été très compréhensifs. Ils m'ont aidé à comprendre quels pouvaient être les obstacles et m'ont aidé à les surmonter. Donc, à la fin du programme, souvent, les étudiants sont invités à appliquer, donc à participer à d'autres initiatives de Wavemakers. Et il y a eu une activité organisée autour de la réalité virtuelle avec l'utilisation d'avatars. Et c'est un programme qui était très utile pour moi parce qu'avec l'aide de mon groupe, de mon mentor et du personnel, j'ai pu essayer quelque chose de complètement nouveau que je n'aurais pas fait autrement. Et j'ai été capable de me frayer un chemin et de créer mes propres contacts, mon propre réseautage. Alors, quelque chose qui m'a frappée, c'est la façon dont ce programme intègre beaucoup de principes d'inclusion, liés à l'inclusion. Par exemple, cet aspect de la souplesse, on peut faire des modules, on peut suivre des modules au rythme qui correspond à chacun, et puis ces avatars qui permettent aux personnes qui sont peut-être un petit peu plus timides, plus effacées ou qui permettent aux gens d'interagir de façon peut-être plus confortable, d'être plus à l'aise. Alors, quand vous parliez de ce programme qui a vraiment voulu aller en profondeur dans l'inclusivité, c'est quelque chose auquel je réfléchissais quand je t'écoutais. Et Alexis, je passe la parole.
I will just share one example that. Alors, je vais vous partager un exemple le premier exemple qui m'est venu à l'esprit quand j'ai entendu la question. En partie, mon rôle en tant qu'instructeur, en tant que professeur dans les universités, c'est que j'ai participé à des sous-comités d'accessibilité dans le cadre de programmes plus généraux dans lesquels j'enseignais. Et donc, j'ai choisi de participer au comité. Alors, ces programmes, ces comités étaient composés de professeurs de la faculté à temps plein. Donc, ils parlaient de développement des programmes, des curriculums et de comment engager les étudiants. Alors, mon travail dans ce contexte, c'était de travailler au sein du comité, mais il y avait également d'autres comités qui se concentraient sur l'accélération ou l'avancée de l'accessibilité. Alors, j'ai participé à ces sous-comités avec d'autres membres de la faculté et des étudiants également, qui se sont identifiés comme personnes en situation de handicap. On a discuté ensemble de ce que signifie l'accessibilité. On a développé une compréhension, une interprétation partagée de ce que ça veut dire. Et on a travaillé également sur des principes d'apprentissage inclusif. Et donc, c'est une approche tout particulière où on s'assure toujours d'inclure les personnes, en fait, de prendre conscience des personnes qui sont absentes pour être certaine d'inclure tout le monde. Et on a amené des initiatives au comité de coordination qui, dans le passé, n'avaient peut-être pas accueilli autant d'idées nouvelles en matière d'inclusivité et d'inclusion et d'accessibilité. Et donc, quand on s'est rencontrés tous ensemble en tant que groupe et que le sous-comité auquel j'appartenais a présenté ses principes, ses valeurs, c'est ce qui a déclenché en fait la discussion au niveau du comité de coordination pour poursuivre cette réflexion pour l'année suivante. Et ça, c'était vraiment très motivant. Parce qu'avant, ces idées avaient un petit peu été mises en attente et le fait que c'était intégré maintenant, vraiment mis à l'agenda, c'était clairement gratifiant. Alors, et puis les étudiants, de leur côté, se sont chargés en fait de valider, d'évaluer ce programme pour pouvoir l'ajuster avec le personnel. Donc, je voulais partager cet exemple-là parce que je pense que c'est sans doute le plus pertinent pour le sujet de notre discussion aujourd'hui. Voilà. Quelques éléments qui ressortent pour moi. Alors, j'aime cette idée d'être proactif et de ne pas être en mode réaction, mais en mode proactif. Et l'autre chose, c'est que souvent, on pense que c'est une seule approche, une approche univoque, mais ce n'est pas du tout ça. L'idée, en fait, essentielle, c'est d'être flexible, d'être souple et d'engager les gens de multiples façons. Alors, ce que vous avez dit, c'est tout à fait pertinent, surtout lorsqu'on arrive à un âge où beaucoup d'entre nous sont devenus maintenant des instructeurs, enseignants à notre tour. Alors, comment est-ce que l'on peut engager les plus jeunes, étant donné que l'on revient de plus en plus à des rencontres ou à un apprentissage en présentiel aussi après la COVID. Donc, pour continuer avec les questions, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour faire avancer ces efforts, ces projets? Alors, peut-être il y a une personne qui devrait fermer son micro. On a juste une petite interférence. Merci. Alors, je vais relire la question. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour faire avancer vos efforts ou vos projets? Ça peut être des obstacles comme le financement, le temps, manque de temps, les ressources. Je vais commencer avec Heather. Alors, tous les obstacles qui ont été énoncés, en fait. Alors, le temps, les ressources, tout à fait. Mais ce qui relie les trois obstacles, c'est en fait les attitudes. Si on est capable de dépasser
les obstacles liés aux attitudes. Si on peut changer la perspective des gens, c'est intéressant de voir comment ça peut avoir vraiment un impact sur les trois obstacles nommés, le financement, le temps et les ressources. Et quand on pense à la résistance, par exemple, aux accommodements individuels, souvent, c'est lié à des ressources d'abord, comme quoi je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je n'ai pas le temps d'aller chercher ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer de lever ces obstacles-là. Et ça rentre dans les initiatives comme celles qu'on a sur notre site Web. Donner des ressources, mettre à disposition des gens des ressources qui puissent les utiliser via notre site Web. Alors, il faut essayer d'aider à éliminer ces obstacles. Encore une fois, l'attitude, c'est un des obstacles principaux et ça touche ensuite tous les autres obstacles, financement, temps, ressources. Parce que bien sûr, si on ne priorise pas ces éléments-là, c'est parce qu'on estime que ce n'est pas si important. Si on n'alloue pas de personnel ou de financement, c'est parce qu'on estime que c'est important peut-être, mais que ce n'est pas une priorité à ce moment-là. Donc, encore une fois, l'attitude, c'est essentiel. Émilie? J'apprécie et j'appuie tout à fait ce que Heather disait par rapport à l'attitude. Et on a beaucoup de chance dans notre équipe d'avoir une équipe qui a vraiment une attitude inclusive, positive, comme on l'a dit et répété aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de ce que l'on fait. Et pour ce qui est des obstacles, je dirais que oui, on essaye d'avoir une approche par rapport à la technologie ou une mentalité, disons, comme quoi ça peut aider et ça peut égaliser les chances, mais ça ne fonctionne pas toujours automatiquement comme ça, parce que la technologie n'est pas toujours neutre ou sans préjugés, sans biais. Alors, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour s'assurer que ça marche en fait pour tout le monde. C'est sûr que ça peut être un moteur pour l'inclusion, mais il faut vraiment que ça parte avec cette optique-là depuis le début, que ce soit par exemple accessible même dans les régions rurales, pour donner un exemple. Donc, si on n'avait pas pensé à tous ces obstacles au départ, on se trouverait dans une situation probablement très différente maintenant. Et puis l'autre obstacle, j'ajouterais, c'est le fait qu'on peut toujours bénéficier de partenariats élargis. On a des experts formidables en technologie de l'information, mais c'est encore mieux de travailler avec des personnes qui sont en situation de handicap, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir la bonne lentille. Et c'est d'eux que l'on apprend le plus. On est en étroite collaboration avec plusieurs partenaires et on va vous tenir au courant de nos initiatives dans ce domaine. Alors, je reviens sur quelques points saillants. Quand on pense à l'accessibilité de façon plus élargie, le coût, par exemple, de participer à un programme, ça peut être une barrière, un obstacle d'accessibilité, ou peut-être le fait qu'une personne ne vive pas dans un centre urbain, peut-être une barrière potentielle, un obstacle potentiel, parce qu'on n'a pas un Wi-Fi stable, par exemple. Donc, c'est très important d'avoir une approche holistique à l'accessibilité pour s'assurer que l'on n'exclut personne, que l'on ne laisse personne, disons, à l'extérieur des programmes, simplement parce qu'ils n'ont pas la technologie de base pour y accéder. Et puis, il y a cette idée aussi que si on peut être proactif, on peut minimiser les coûts. Si on défait ces obstacles dès le début. Alors, je passe le micro à Alex. Tout à fait d'accord avec ce que Emily et Heather ont dit avant moi. Alors, trouver le temps et les ressources, ce sont des défis pour pouvoir déconstruire ces obstacles. Et encore une fois, souvent, le problème institutionnel ou systémique, ce n'est pas le problème du budget, mais c'est le problème de prioriser. Donc, ça devrait faire partie des prérequis de base.
Alors, pour revenir à l'exemple du comité, du sous-comité d'accessibilité auquel je participe, c'est en fait le plus gros défi, c'était le temps limité qu'on avait, les ressources qu'on avait, qui étaient limitées pour notre sous-comité. Alors, on a des comités qui sont 5 sous-comités qui est composé de moi-même et d'étudiants, et on a accepté d'en faire partie à cause de notre passion, de notre dévouement, mais c'était du travail en fait non rémunéré pour nous et c'était en plus du travail régulier et du travail de bénévolat. Donc, c'était beaucoup de travail. C'était difficile. On n'a pas réussi à mettre autant de temps qu'on aurait voulu. Et d'autre part, il y avait en fait, il y a un problème global pour la faculté. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants qui sont prêts à donner du temps pour réfléchir de façon critique sur ce qu'ils font et pour intégrer des programmes plus accessibles et plus inclusifs. Et sans compter l'apport, le support mitigé de la part de l'administration. Donc, ça, c'était les raisons Donc, ce sont les principales. raisons principales pour lesquelles il y a notre travail avancé, mais je ne sais pas si ça va durer. Donc, vous avez parlé du travail non rémunéré ou comme mon mentor dit, travailler pour travailler. Ça arrive dans beaucoup de ces espaces de EDI parce que, bon, on le fait parce qu'on est passionné ou parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait, mais on a des burn-out, on est fatigué. On essaie de faire avancer des initiatives avec des petits groupes. Donc, c'est important de mentionner que c'est difficile d'être durable quand on a une équipe non payée ou qui le fait comme un projet sur le côté. Donc, ça devient un défi d'équilibrer tout ça. Stéphanie, vouliez-vous ajouter quelque chose avant de passer à la prochaine question? Non, tout le monde l'a dit parfaitement. Super, je voulais juste vous donner l'occasion de vous exprimer. Donc, l'accessibilité au sein des établissements relève souvent des bureaux de services aux personnes handicapées. Et bon, il y a d'autres noms, des fois, donc apprentissage accessible, par exemple, ou d'un petit nombre d'employés dans les bureaux de l'EDI, donc équité, diversité, inclusion. Alors, comment est-ce qu'on peut changer la culture au sein des organismes, des établissements pour que l'accessibilité ne soit plus l'apanage d'un seulement un ou deux bureaux, mais devienne une priorité pour l'ensemble de l'établissement? On va commencer avec Heather. Donc, question super importante. Oui, je suis d'accord. Premièrement, on dit que c'est souvent la responsabilité d'une seule personne. Ce qu'on doit faire, premièrement, à l'initiative AIE que j'ai mentionnée, on a des valeurs qui guident le travail qu'on fait. Ces principes et ces valeurs ont vraiment eu un énorme impact sur le changement de culture. Je vais en parler, en mentionner certaines pour répondre à votre question. Premièrement, on doit différencier entre les approches d'accessibilité et d'accommodement. On utilise souvent ces termes de façon interchangeable, mais je les vois comme des approches différentes qui sont deux côtés d'une même pièce de monnaie, par exemple. Donc, les accommodements, c'est quand on n'a pas l'accessibilité ou quand il n'y a pas assez d'accessibilité. Parce qu'on sait que les environnements ne sont pas entièrement inclusifs et il va y avoir besoin d'accommodements individuels et c'est bien correct. Mais plus il y a d'accessibilité, moins on aura besoin d'accommodements. Donc, les gens doivent comprendre ça. S'ils comprennent ça, c'est très utile donc de voir la différence entre le changement systémique et le fait d'être proactif. Les accommodements sont plus une réaction à la situation. Donc, c'est pour ça, bon, j'ai dit que je vois ça comme les deux côtés d'une même médaille, mais ils doivent donc travailler ensemble. Dans mon rôle, je suis la seule personne responsable
Donc, je sépare l'accessibilité et les accommodements. Il y a deux côtés de législation différentes pour ceux-ci. Donc, les universités doivent donner des accommodements jusqu'à ce que ce soit des contraintes excessives. Donc, ça, c'est le cas en Ontario. Mais l'accessibilité, c'est une autre loi, une loi ontarienne qui a été adoptée. Donc, ces deux approches, on doit les utiliser pour travailler ensemble. Et dans mon rôle, un autre principe, c'est la collaboration et le partage de responsabilités. Donc, même si j'ai ce rôle, je ne peux pas tout faire. Donc, c'est clé pour moi de partager ces responsabilités. On a des groupes de travail pour éliminer les obstacles, donc dans certains secteurs spécifiques. Donc, je ne suis pas la leader de ces groupes. C'est les départements de l'université qui sont responsables de ceux-ci. Par exemple, les environnements physiques, le design d'apprentissage, donc le développement de design universitaire pour l'enseignement sera responsable d'un autre département. Et le département de TI est responsable d'un autre aspect. Et il y a des budgets pour ça. Donc, beaucoup d'universités n'ont pas des rôles pour chacun de ces secteurs. Ça commence à arriver. Et où ils sont positionnés dans l'organisme, c'est bien important. Mon rôle a été d'initier ces départements dans les ressources humaines. Nous avons engagé un leader en EDI et mon rôle a encore changé sous ce parapluie de l'équité. Donc, c'est bien important de prendre tout ça en considération. Donc, ça va être tout pour l'instant. Donc, encore un moment, ce que vous avez soulevé, c'est très important. L'idée de l'accessibilité et des accommodements d'être les deux côtés d'une même médaille. Pouvez-vous partager un exemple où un étudiant ou un membre du personnel a eu besoin d'accommodements parce qu'il n'y avait pas assez d'accessibilité? Je crois une des choses que j'essaie de toujours faire, c'est d'être en communication avec le département de droit de la personne et des départements d'accommodement pour les étudiants et le personnel, parce que je dois comprendre comment on peut approcher les enjeux, répondre aux enjeux qui sont systémiques, donc des demandes d'accommodement. Donc, par exemple, une porte qui n'a pas une ouverture automatique pour une salle de cours. Donc, en ce moment, on travaille sur ajouter plus de ces boutons. On a une étudiante qui a vécu des attitudes capacitistes dans son département. Donc, on a approché le personnel, la personne responsable de l'EDI du département. La plupart des départements ont des initiatives EDI dans leur faculté. Donc, on leur a parlé, on a fait de l'éducation avec eux. Donc, penser aux enjeux et comment on peut y répondre de façon systémique. Alexis, vous êtes la prochaine. Super de vous entendre, Heather, d'entendre vos expériences vraiment sur le terrain. Je pourrais parler vraiment beaucoup de ça, mais je vais tenter d'être brève. L'accessibilité dans les établissements, dans les départements particuliers, on voit comment l'accessibilité est marginalisée et n'est pas priorisée de beaucoup de façons. Une des façons clés pour créer des changements culturels,
c'est de regarder les barrières au niveau des politiques, de voir donc les barrières, les obstacles et de co-créer ces politiques, de les redévelopper avec les étudiants, le personnel, l'administration pour amener les perspectives de plus de personnes, des personnes avec de l'expérience vécue pour que les politiques soient plus efficaces. Par exemple, des accommodements dans l'enseignement. J'enseignais un cours et un de mes étudiants avait besoin de plus de flexibilité pour les dates de remise d'un travail. Donc, parce que le calendrier actuel n'était pas accessible pour eux. Donc, on a discuté. La personne m'a dit qu'elle avait un handicap et le programme m'a dit que je devais référer cet étudiante au bureau d'accessibilité pour s'enregistrer auprès d'eux et ensuite revenir à moi et qu'ensuite je pourrais rendre l'accommodement officiel. Mais c'était très dérangeant dans la connexion qu'on avait directement. Ça aurait retardé l'accommodement. Quand j'ai dit ça à l'étudiant, il ne voulait vraiment pas aller à ce bureau parce que elle pensait que d'être obligée de s'identifier en tant que personne en situation de handicap ferait qu'elle serait traitée différemment par leurs enseignants et qu'ils auraient des attentes plus basses envers eux. Donc, j'hésitais de travailler de cette façon. Donc, je comprends que la politique est là parce que certains membres du personnel sont très résistants à offrir des accommodements. Et ça aide à donner cette possibilité, mais dans mon cas, ça a créé une dynamique très inconfortable, étrange entre l'étudiant et moi. Mais si on parle des accommodements de façon plus large, de créer ce changement de culture, donc quand quelqu'un en a besoin, on devrait pouvoir l'offrir sans preuve médicale. J'ai discuté ça dans ma dissertation. C'est vraiment important de penser à ce mythe des gens qui font semblant de faire un handicap. Donc, pour avoir un accommodement, pour avoir des espaces accessibles. Donc, il faut avoir plus de temps, de financement pour que l'accessibilité et l'inclusion fassent partie du système éducatif et d'un plan de cours. Les assistants professeurs pourraient, par exemple, aider à mettre en place ces mesures d'accessibilité, d'inclusion, les évaluer aussi. Émilie, Stephanie, vous avez parlé de faire semblant d'avoir un handicap pour avoir un accommodement ou d'avoir besoin d'un accommodement. Donc, il y a ce sujet de syndrome de l'imposteur dans le domaine du handicap. Et dans le secteur universitaire académique, parfois on sent comme si on n'est pas là admis par nos mérites, qu'on n'a pas notre place. Pardon. Mais donc, quand parfois on demande de faire les choses un peu différemment, parce que le secteur universitaire peut être très rigide dans son approche. Et quand on demande des changements, on a ce sentiment de l'imposteur qui ressort. Donc, comment est-ce qu'on aborde ça? On dit, je fais ce que j'ai à faire, mais je le fais juste un peu différemment. Et donc, c'est ressorti dans vos commentaires. Donc, Émilie, comment est-ce qu'on peut changer cette conversation sur l'accessibilité et la faire sortir des bureaux de services aux personnes handicapées et bon, qu'elle s'élargisse et que ce soit dans la culture de tout un établissement, que ce soit pas seulement dans un ou deux lieux, un ou deux bureaux. Je vais partager deux réflexions.
parce que je pense que Alexis a quand même beaucoup couvert. Tout d'abord, il faut faciliter la tâche aux étudiants lorsqu'ils veulent parler de leurs besoins et d'y répondre. C'est sûr que d'en parler, ce n'est pas toujours simple avec le processus de documentation médicale, c'est plusieurs étapes, ce n'est pas toujours clair pour les étudiants. Donc, il faudrait que toutes ces démarches soient facilitées. Il faudrait qu'on puisse répondre aussi rapidement. Et si on fait ça, je pense qu'il y aura davantage d'étudiants qui pourront voir que c'est possible. Ils verront qu'est-ce qui peut se passer comment la situation peut s'améliorer lorsqu'on est capable de faire la demande, ce dont on a besoin. Et le deuxième élément, c'est de ralentir et engager tout le monde dans la pratique que l'on veut mettre en œuvre. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a beaucoup d'aménagements, par exemple, qui ont été faits en matière d'audio, en matière d'espace, mais par exemple, il n'y avait pas d'espace pour des étudiants qui avaient il n'y avait pas de place pour le professeur avec une chaise roulante. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas pensé, on a pensé aux étudiants et l'aménagement pour les étudiants, mais pas aux professeurs. Donc c'est une question beaucoup de travailler sur les mentalités. Et ça peut aider à un changement de culture, de mentalité. Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que y a autre chose que vous voudriez dire par rapport à ce changement d'approche, de culture et de passer, d'arrêter de penser que c'est juste les bureaux des services pour les personnes handicapées qui ont ce rôle et d'élargir cela? Alors, comprendre les préjugés et sensibiliser les gens, c'est essentiel. Alors, en aidant, en fait, les employés, les professeurs, tout le monde, faire comprendre comment est-ce que les élèves peuvent être impactés peuvent souffrir de leur situation. Et puis, déconstruire les préjugés inconscients aussi. Encourager chacun des employés à reposer des questions et à réanalyser leurs propres préjugés personnels et voir comment est-ce que les différences culturelles aussi peuvent avoir un impact sur le travail des élèves. Ça va du concept du temps, des compétences de communication, à l'auto-identification, etc. Et donc là, en général, ça marche toujours mieux lorsque l'on n'impose pas, mais que l'on essaie d'embarquer les gens en les sensibilisant. Donc, c'est ce qui va garder aussi les personnes motivées, ça va les aider à comprendre qu'il y a plusieurs styles d'apprentissage et qu'il faut le respecter. Et autre chose, dans la sensibilisation et la formation, c'est l'autre but, c'est de rendre tout le monde à l'aise avec la condition de handicap. Autre question, en tant que personne handicapée, en tant qu'allié aussi, comment est-ce qu'on aborde la question des coûts d'accessibilité dans notre travail de plaidoyer? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et je vais commencer avec Alexis. Je pense qu'une façon de fonctionner, c'est de demander, d'expliquer que l'on a besoin d'être payé davantage pour le travail que l'on fait. Parce que le fait qu'on soit sous-payé, ça reflète vraiment comment notre expertise, nos connaissances sont sous-estimées. Et les groupes de personnes en situation de handicap en ont assez d'être tout le temps consultés. C'est sûr qu'on veut entendre leur voix, on veut leur donner la possibilité de participer, mais souvent c'est sous-payé, c'est du travail quand même et c'est sous-estimé. Alors petit à petit, maintenant, c'est en train de changer cette culture. Il y a des compensations qui sont offertes, mais il faut que ce soit toujours demandé. Alors, c'est important de valoriser en fait ces apports, ces connaissances. Et je demande toujours
qu'il y ait une compensation et que l'on ait des conversations appropriées également pour les personnes qui ont déjà des aides, donc pour que ça n'affecte pas les aides qu'ils reçoivent déjà. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui est réalisé par les personnes sur base de volontariat, de bénévolat. Et donc, c'est normal que l'on reconnaisse cela avec des rémunérations. Alors, donc, c'est important qu'il y ait un meilleur équilibre, même au niveau de la rémunération. Voir comment est-ce que l'on peut réorganiser les ressources. Par exemple, le prêt de ressources, le prêt d'outils, ça peut être très aidant. Donc, de mettre ensemble différents outils, différents appareils, différentes technologies que l'on peut partager. Et c'est une façon pour aider les gens d'avoir davantage accès à ces outils et d'avoir cet accès de façon plus équitable. Emily? Alors, c'est très intéressant. Quand on parle de financement, c'est toujours un sujet délicat. L'accès au financement, c'est toujours un défi. Mais on se rend bien compte aussi que le coût de ne pas changer l'état d'esprit et de ne pas être accessible ou ne pas être accessible ou inclusif, c'est trop élevé maintenant. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et mon opinion personnelle, c'est que ça peut être dangereux d'utiliser un modèle qui dit exclusivement être inclusif, c'est bon pour les affaires. C'est une bonne image parce qu'on a vu des projets ou des initiatives d'inclusivité qui étaient axés autour de ce seul objectif, c'est-à-dire être inclusif, c'est bien pour les affaires. Souvent, ça ne marche pas, ça ne crée pas un sentiment d'appartenance ou de participation et c'est souvent partiellement mis en œuvre. On voit beaucoup de directeurs, de responsables qui ensuite ne vont pas jusqu'au bout parce que ce n'est pas une mentalité réellement inclusive et ça risque d'amener à davantage de discrimination ou d'exclusion et en fait une accessibilité de façade. Et donc, ça a un coût, tout ça. Alors, il faut qu'on sensibilise par rapport au coût que ça comporte que de ne pas être inclusif ou accessible. Alors, on a une population qui est vieillissante, on a 22% de population qui est en situation de handicap et ces chiffres risquent d'augmenter. Donc, pensez au coût, c'est vrai, tout à fait. Donc, si on n'est pas inclusif, qui on exclut de notre force de travail, de nos entreprises, de notre éducation. Et tout d'abord, évidemment, commencer par les institutions qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, bien sûr. Alors, je pense que tout d'abord, il faut qu'on reconnaisse que les contraintes en termes de coûts, c'est une réalité. Dans l'environnement universitaire, c'était clair, l'impact de la COVID, c'est une réalité, on le sait. Donc, il faut qu'on en prenne acte. Mais ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est d'élever ça au niveau des priorités, d'élever l'accessibilité, l'inclusivité au niveau des priorités. Il faut que l'on fasse comprendre à ceux qui ont le pouvoir de faire changer les choses que c'est essentiel. En termes de coûts aussi, quand on crée davantage d'accessibilité pour des personnes en situation de handicap, ça a des retombées positives pour tous, en fait. Donc, et comment s'y prendre? On en a déjà parlé, on répète encore, l'éducation, la sensibilisation. Et je parlais beaucoup aussi de nos principes, de nos valeurs. C'est très bien, mais ensuite, c'est l'intentionnalité. Si on n'est pas intentionnellement inclusif, on risque d'être non intentionnellement exclusif, donc ne pas
agir en inclusivité. Et tout ça, bien sûr, ça s'appuie sur des financements, ça comporte des coûts. Et alors, quand on parle de la lentille, de l'approche, disons que c'est bon, l'inclusivité, c'est bon pour les affaires, bien sûr, ce n'est pas la bonne approche, mais on peut en parler aussi. Quand on crée davantage d'accessibilité et d'inclusivité avec, par exemple, les étudiants en situation de handicap, ça a des retombées positives. On augmente en fait la participation étudiante, l'inscription en fait le nombre d'étudiants. Donc, on parle de chiffres là aussi. Très juste. Et les commentaires sur la sensibilisation, encore une fois, on ne sait pas, on n'est pas conscient de ce qu'on ne sait pas. Et en tant qu'étudiant, quand j'amenais des soucis d'accessibilité, souvent, la réponse était on n'avait jamais pensé à ça. Alors, c'est vrai, on doit partir par la sensibilisation. Stéphanie? Une dernière chose, Heather. Encore une fois, revenir au partage des responsabilités. C'est une façon aussi d'adresser le problème des coûts. On parle de collaboration également en vue de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Et on pense organiser un événement clou, évidemment, et puis toute une série d'autres événements corrélés qui, par exemple, dans les universités, qui travailleraient à la sensibilisation. Donc, l'idée, c'est de partager aussi la responsabilité entre les institutions, entre les universités dans ce cas-là. Par exemple, au syndicat d'étudiants, on a désigné un fonds d'accessibilité. Au début, quand on l'a mis sur pied, il y avait un petit peu de mauvaises interprétations comme quoi on allait l'utiliser pour organiser des événements sur le handicap. Et on a dit non, n'importe qui organise un événement peut puiser dans ce fonds-là, en fait, un événement qui a trait au handicap. Alors, c'est important aussi de parler de comment est-ce que l'on peut justement partager la responsabilité d'organiser des événements inclusifs, que ça ne retombe pas uniquement sur les organismes qui collaborent étroitement avec les personnes en situation de handicap. Donc, en tant que personne avec un handicap, le meilleur défenseur, c'est vous-même, en fait. C'est votre voix qui doit être entendue. Parlez de vos soucis et ouvrez les conversations. Et c'est là que la sensibilisation commence. Donc, soyez les témoins de votre propre condition. Une dernière question avant de passer à un échange ouvert de questions-réponses. Quelle est la prochaine étape compte tenu du thème de cette année? Savoir les possibilités. Qu'est-ce que vous voyez comme possible? Alors, on va se donner une couple de minutes chacune et ensuite on prendra les questions de la part des participants. Merci. Je pense qu'en termes de possibilités, on a beaucoup d'espoir et on croit que ça va fonctionner en créant des nouveaux partenariats, du réseautage, pour aller chercher des nouveaux financements aussi. Et on a l'espoir que l'on pourra travailler ensemble pour améliorer l'utilisation des technologies et faciliter l'apprentissage, utiliser ces technologies, les mettre au service des apprenants. Et on a confiance que non seulement c'est possible, mais que ça va arriver, qu'il y aura davantage d'étudiants qui pourront avoir accès à l'apprentissage intégré et qui n'ont pas pu avoir cet accès avant parce qu'on avait uniquement des approches traditionnelles. Donc, ce que l'on veut offrir, c'est quelque chose qui soit accessible à tous. Donc, pour dépasser les approches, disons, plus traditionnelles à l'inclusivité. Alors, je vais vous passer la parole, Stéphanie. Qu'est-ce que vous voyez comme possible? Quelles sont les prochaines étapes dans les possibilités?
Donc, la participation et l'inclusion de chaque personne en situation de handicap, il faut s'assurer que les activités qui incluent les personnes en situation de handicap sont accessibles et prennent en considération leurs besoins. Par exemple, les horaires des rencontres, prendre en considération leurs besoins ici. Aussi, ils doivent être inclus dans plus d'initiatives pour co-créer l'apprentissage des programmes qui les concernent doivent les inclure pour avoir plus de diversité des connaissances créées, coproduites avec les faiseurs de politique doivent les inclure dans leurs initiatives aussi. Super, merci beaucoup, Stéphanie. Ce sont d'excellents points. Heather, qu'est-ce qui est possible? Donc, pour l'avenir, dans mon rôle, donc vous avez parlé des normes éducatives dans le AOVA, dans mon AODA. Dans cette loi, c'est de formuler des recommandations pour cette loi. Donc, c'est pour la communauté d'affaires, c'est la communauté d'affaires et on sait qu'on peut suivre toutes les recommandations d'AODA et éliminer plusieurs obstacles qui existent dans les universités. Nous n'attendons pas ce projet de loi, que cette loi soit finalisée. Je demande déjà comment je peux soutenir les autres à mettre en place des recommandations. Dans ce qui est possible, la vision qu'on a pour l'avenir, nous avons des choses qui incluent. Donc, nous sommes une université où tous nos événements sont complètement accessibles. On encourage toujours le dialogue pour éliminer les obstacles. Les outils pour être des intervenants inclusifs où les étudiants peuvent toujours être inclus dans les activités. Où il y a moins de temps pour avoir des accommodements, moins de temps d'attente. J'adore. Donc, amener la conversation sur les normes d'accessibilité de l'avant avant même que les lois soient finalisées. On va être donc plus prêt à soutenir les étudiants et le personnel quand la loi est officielle. Alexis, on va terminer avec vous et ensuite on va ouvrir pour la période de questions et réponses. Alors, qu'est-ce qui s'en vient à l'avenir et quelles sont les possibilités? Je vais être bref parce que Emily, Stephen, Heather ont tout couvert, mais cette conversation nous montre qu'on doit identifier ce qui est accessible, ce qui a été fait qui est pour l'accessibilité et continuer ici. On prend en compte tout le travail, les potentiels d'épuisement qu'on a quand on fait ce travail. Et on espère que cette croissance des collaborations des OSBL qui représentent les personnes en situation de handicap vont pouvoir renforcer tout ça. Et on prend en compte les politiques et les politiciens qui peuvent nous soutenir. Par exemple, Sarah, j'ai manqué son nom de famille, du NDP, qui est élue en Ontario, qui fait beaucoup de travail. Elle est une personne en situation de handicap elle-même. Donc, l'engagement social et politique est si important.
On peut faire tout un autre panel sur le sujet de comment inclure et soutenir les personnes en situation de handicap qui veulent être plus engagées au niveau politique. Donc, merci beaucoup. Donc, la partie formelle du panel est terminée. Je vous remercie tous les quatre. Vous avez amené tellement d'idées uniques, mais les thèmes, quand même, étaient très complémentaires et répondre à beaucoup de nos questions. Donc, pour les 10 dernières minutes, c'est une période de questions et réponses pour les participants. J'en vois déjà dans la boîte de clavardage. Donc, vous pouvez les participer là ou les mettre là ou vous enlever de sourdine et les dire directement. Donc, période de questions et réponses maintenant. J'ai vu un commentaire dans la boîte de clavardage. Donc, c'est sur UW, je crois que c'est l'Université de Waterloo, disant qu'il y a un seul formulaire pour déclarer le handicap ou un diagnostic médical. Donc, il y a autre chose dans le clavardage pour Stéphanie, des compliments pour le travail de Stéphanie avec Wavemakers. Donc, Tessa vient de me corriger, c'est Université de Winnipeg. Désolée. Donc, Tessa, si vous voulez en dire plus, allez-y, mais ce n'est pas nécessaire si vous ne voulez pas. Est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres commentaires? Est-ce que je pourrais... Je vois qu'il y a une question. Donc, pour Tessa, je suis curieuse. Je me demande... Donc, c'est super de voir, premièrement, qu'il y a un formulaire sur les besoins et non sur le diagnostic, en fait, qui ne se concentre pas sur le diagnostic, mais sur les besoins. Mais est-ce que c'est un professionnel de la santé qui doit y répondre? Et est-ce que les gens sont au courant des accommodements auxquels ils ont droit? Je suis juste curieuse sur ça. Donc, c'est Laura de l'Université de Winnipeg. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc, j'ai mis dans le chat que le formulaire médical est assez général. C'est pour s'éloigner d'avoir des détails sur le diagnostic. Donc, les étudiants peuvent mettre des informations sur leur diagnostic s'ils le veulent, mais c'est surtout sur les besoins et les limites fonctionnelles et des accommodements dont ils ont besoin. Donc, parfois, les étudiants ont des réunions verbales avec nous. Donc, ils peuvent dire en détail quel est leur handicap, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit écrit dans le formulaire. Donc, c'est une différence que, bon, les personnes, par exemple, avec un diagnostic de santé mentale, ça fait qu'ils sont plus confortables ainsi de ne pas écrire sur un papier. Et c'est correct. Donc, ça peut être un médecin général, un psychiatre, tout professionnel de la santé avec des connaissances du handicap. Dans les communautés éloignées, on peut le faire en télémédecine. Donc, on est assez ouvert pour que les gens puissent avoir accès aux services et pas créer d'obstacles supplémentaires si c'est possible. Souvent, c'est difficile pour des gens de trouver un médecin. À l'Université de Winnipeg, on a une infirmière praticienne. Parfois, c'est possible que cette dernière remplisse le formulaire. Ça dépend de la complexité de leur situation de santé. Donc, je me souviens plus si c'était Queen's University ou Université de l'Ontario, il y a environ 5 ans, un individu qui a poursuivi l'université dans une cause de droit de la personne, disant que c'était pas la personne ne devait pas déclarer leur handicap. Donc, je crois que c'était York.
Donc, il y a eu cette poursuite. La personne ne voulait pas dévoiler le nom de son handicap. Donc, on a suivi sur ça pour que ce soit plus concentré sur les besoins de limitation fonctionnelle. Donc, ça peut être modéré, sévère. On peut dire si c'est un problème physique, cognitif, de mémoire. Donc, il y a des sections d'où sont vos besoins et où vous avez besoin d'aide et où vous n'avez pas besoin d'aide. Et il y a une page sur les accommodements. De quels accommodements avez-vous besoin en raison de vos limitations fonctionnelles? Donc, c'est pour comprendre quels sont les besoins. Parce qu'ils viennent nous voir parce qu'ils ont des besoins. Alors, ils nous disent quels sont leurs besoins. Et oui, c'est vraiment ça. Ce n'est pas le diagnostic qui est important, mais comment on peut travailler avec la personne pour trouver ce qui peut les soutenir, les aider. Je remarque qu'il y a des super bonnes questions dans la boîte de clavardage. Je veux commencer avec celle de Kate. Si quelqu'un peut parler de ce que font les établissements en situation, les établissements d'enseignement, donc post-COVID, avec l'enseignement à distance qui n'est plus disponible, comment est-ce qu'on s'assure que les étudiants en situation de handicap sont encore inclus? Donc, oui, il y a vraiment ce retour au cours en présentiel. Je crois que ça va continuer, à moins qu'on se retrouve dans une autre vague de COVID. Heather, un commentaire? Non, pas sur ça. Je voulais répondre à quelque chose dans le clavardage, mais je dirais qu'on voit ça ici aussi, mais j'ai entendu qu'il y a encore des choses qui se font avec l'apprentissage en ligne. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain dans cette question. Donc, on essaie d'adapter plusieurs façons d'apprendre et d'enseigner. Mais il n'y a pas l'infrastructure en ce moment pour offrir les deux modalités. Je crois qu'on va y arriver, mais ça va prendre du temps. Je veux continuer sur ce point, Heather, parce que je sais que plusieurs d'entre nous sur ce webinaire, bon, je suis étudiante, mais je suis aussi assistante d'enseignement. Donc, en tant qu'assistante, c'est intéressant. On avait ce retour obligatoire en présentiel, mais certaines personnes voulaient vraiment être sur Zoom et les logistiques de faire ça, le temps supplémentaire que ça prendrait et la capacité de ces personnes sur Zoom de se sentir engagées, ça dépassait ce qu'on pouvait offrir dans ce cours. Donc, ce que ça signifie, c'est si on veut faire ça, on doit amener plus de soutien ou repenser notre façon d'enseigner. Donc, Heather Mitchell demande dans le chat, elle parle de ce qui est important du rôle des personnes comme moi dans des universités. Donc, moi, j'ai commencé dans les ressources humaines. C'est important parce qu'en ressources humaines, on voit ça comme du travail administratif, seulement de soutien aux employés et pas à toute la communauté. Et je sens que les gens ne font pas confiance au département de ressources humaines. C'est bizarre. Avant d'être à l'université, j'ai travaillé en hôpital longtemps et les ressources humaines étaient toujours un partenaire utile. Alors, je suis venue ici et la culture, donc autour de ça, était différente, a changé. Il n'y avait pas de confiance. Mais de voir l'accessibilité sous cette enveloppe de l'équité est super importante parce que c'est vraiment une question d'équité. Encore une fois, si on parle de nos principes et nos valeurs, j'ai mis un lien dans le clé abordage par rapport à ça. Un, c'est
C'est sur les bienfaits, les côtés positifs du handicap, comment ça apporte une perspective plus enrichie sur tout ce qu'on fait. Et on parle de la culture, de la diversité de culture aussi. On ne pense pas au handicap comme un problème à résoudre. Donc, cette perspective de l'expérience vécue d'une personne en situation de handicap est importante ici. Et c'est pour ça que c'est d'une perspective EDI et c'est important. Thank you so much. I do know that there's more questions. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres questions. Ce que je suggère, c'est qu'on arrête l'enregistrement et si vous voulez rester un petit peu plus longtemps, c'est correct, mais je veux juste être respecter en fait le temps alloué pour nos conférencières, nos panélistes et nos interprètes. Alors, j'aimerais clore pour le moment. J'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir donné votre temps pour parler de cette question qui est très importante. Merci à nos bailleurs de fonds, à nos interprètes, merci à nos panélistes et merci à nos techniciens qui ont appuyé cet événement. Alors, je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle semaine nationale de l'accessibilité.